Le réseau transatlantique sur l'Europe politique présente. L'Union européenne s'est-elle politisée? Bon, d'abord, il faut définir ce qu'on entend par politisation. Donc, politisation laisse entendre qu'il y a un État qui ne serait pas un État politique. Il y aurait un processus qui amènerait cet État à devenir politique. Alors, sans faire tout un cours de théorie politique, on peut replonger dans l'œuvre de Maurice Duverger ou de Hannah Arendt, et qui définissent le politique comme étant la liberté de faire des choix. Et cette liberté de faire des choix qu'ont les êtres humains, elle est indissociable du conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sort de l'évidence. Alors, ça peut être l'évidence religieuse, l'évidence des rapports diplomatiques, l'évidence scientifique, évidemment, technocratique, économique, juridique, donc des choses qui seraient imposées de l'extérieur. Ce seraient des choses qui ne seraient pas politiques. Quand on entre dans le domaine du politique, on entre dans le domaine du choix et du conflit. Et ce qu'une bonne partie de la science politique nous apprend, c'est que en fait, ce processus de politisation, il n'est pas naturel, il est le résultat d'acteurs qui cherchent à politiser des enjeux. Donc, ce serait, je pense, un élément de définition, en tout cas, qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne. Tu n'es pas d'accord? Si, tout à fait. Alors ensuite, il faut répondre à la question aussi, une fois qu'on en a défini les termes. Alors est-ce que l'Union européenne s'est politisée? Tout dépend de la vision qu'on a de l'Union européenne. Si on est un diplomate, un intergouvernementaliste, on va dire non, l'Union européenne a un fonctionnement qui est de plus en plus intergouvernemental, avec le Conseil européen qui a pris beaucoup d'importance ces 10 dernières années et qui décide de tout. Si on travaille à la Commission et qu'on est plus un néo-fonctionnaliste et qu'on pense que l'intégration européenne reste fondée sur la méthode communautaire, on va dire non, la méthode communautaire est toujours là, on dépolitise les enjeux pour imposer des négociations expertes qui permettent de surmonter les clivages nationaux, les clivages politiques. En revanche, si on est néo-fédéraliste ou post-fonctionnalisme, comme on dit aujourd'hui, eh ben on dit non, les élections européennes aujourd'hui jouent un rôle très important dans le fonctionnement de l'Union européenne. Depuis 2014 et 2019, les élections pèsent lourdement sur la marche de l'Union européenne, sur les choix de ses leaders, sur le fonctionnement de chaque institution européenne et pas simplement le Parlement européen, y compris la Commission, le Conseil européen. Ça pèse aussi sur les rapports entre les institutions, ça pèse sur le programme législatif de la Commission européenne. On peut aussi dire qu'il y a une montée en puissance des thématiques européennes dans la vie politique nationale et donc une reconnexion des espaces politiques nationaux et européens. Donc moi, à titre personnel, je pense qu'il y a vraiment du vrai dans cette approche-là de souligner le rôle des élections européennes avec quelques limites, deux limites. Le rôle, bien entendu, des négociations intergouvernementales qui n'ont pas disparu et le rôle de la méthode communautaire qui est toujours là avec cette tendance de la Commission à vouloir dépolitiser les choses. Ça, c'est une chose que je trouve assez intéressante, c'est que dans les années 60-70, quand l'Union européenne était en formation, il y avait cette idée selon laquelle la politisation, ça allait être essentiellement une politisation vers plus de fédéralisme, vers quelque chose qui ressemblerait à un État européen. Or, cette politisation, elle est plutôt venue, comme tu l'as mentionné, par le biais des élections, par le biais de l'opinion publique, où on a vu monter surtout ce sentiment eurosceptique, donc qui a exprimé finalement la volonté d'une partie de la population de ne pas accepter cette forme d'Union européenne. Donc, encore une fois, on est dans le politique, dans le choix, dans le conflit. Et les institutions ont eu du mal à s'adapter à cette forme de politisation, soit parce qu'elles ont continué à mettre l'accent sur le droit, comme tu l'as mentionné, ou sur les logiques intergouvernementales. Et on a l'impression que c'est seulement récemment que, pas toutes les institutions, pas tous les acteurs européens, mais un certain nombre d'entre eux ont cherché à prendre à bras le corps cette politisation de l'opinion publique, qui évidemment ne se résume pas seulement à l'euroscepticisme, parce qu'il y a aussi l'alter-européisme, il y a différentes formes de conflits qui se sont exprimés dans l'opinion publique, y compris des conflits ou des clivages tout à fait classiques entre la gauche et la droite. Et donc, si je t'écoute, les eurosceptiques, d'une certaine manière, ont été les idiots utiles de l'intégration européenne, parce que c'est en contestant l'Union européenne qu'ils ont contribué à la relégitimer, à montrer que l'Union européenne, ce n'est pas une machine bureaucratique, un léviathan, mais c'est un espace de débat entre des gens qui ont différentes visions de l'Union européenne, et que la démocratie, c'est avant tout du conflit institutionnellement encadré, mais du conflit. Alors, est-ce que ce conflit, à ton avis, il va jusqu'à la partisanerie? Parce qu'on peut dire, par exemple, lorsque Jean-Claude Juncker disait « je vais mener une commission politique »,
on peut l'interpréter comme étant une commission qui prend acte du fait qu'il y a des gagnants, des perdants, qu'il faut être en relation directe avec les attentes des citoyens, mais aussi on peut l'interpréter comme étant de la politique dans le sens, disons, le plus bas du terme, par exemple des nominations partisanes ou le fait de prendre des décisions parce qu'elles plaisent à un parti politique ou parce qu'elles permettent de former une coalition entre des partis politiques. Est-ce que c'est aussi une dimension politique que tu observes, par exemple, dans tes recherches sur le Parlement? Les deux vont ensemble. On a un fonctionnement qui est plus politique avec clairement aujourd'hui une coalition des démocrates chrétiens, des socialistes et des libéraux qui depuis 2014 travaillent très bien ensemble. Le prix à payer pour ça, évidemment, c'est un partage des sièges, un partage des postes, mais il en va de même au niveau national. Qui dit coalition partisane sur un certain nombre d'idées va dire ensuite négociation pour la distribution des sièges au gouvernement. Donc d'une certaine manière, alors bien ou mal, je ne sais pas, mais on a un vrai phénomène de politisation à l'échelle de l'Union européenne avec un fonctionnement des institutions qui ressemble de plus en plus à ce qu'il est à l'échelle nationale. Peut-être pour conclure ce premier segment, tu as mentionné tout à l'heure le post-fonctionnalisme, nos collègues Lisbeth Houguet et Gary Marks qui disaient on est passé d'un consensus permissif de l'opinion publique à un dissensus contraignant et donc la politisation s'inscrit dans un contexte où il est plus difficile pour les décideurs, pour les dirigeants de prendre des décisions souvent pro-européennes parce que l'opinion publique les en empêche. Est-ce qu'il y a des résistances face à ce type de politisation? Est-ce qu'il y a encore des acteurs puissants aujourd'hui à Bruxelles ou ailleurs qui rejettent finalement cette politisation que nous avons très rapidement esquissée? Il y a des gens qui sont attachés à une autre approche du fonctionnement des institutions. Au sein de la Commission européenne, on a fait semblant depuis 2014 d'aimer beaucoup cette idée de Spitzenkandidaten, de compétition des leaders des grands partis pour prendre la tête de la présidence de la Commission, mais il y a des gens qui pensent que c'est fondamentalement un dévoiement de la Commission européenne qui doit être plus une agence et qui ne doit pas ressortir de ses logiques. Des résistances, on en a du côté de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d'investissement ou même des agences exécutives, tous organes de l'Union européenne qui ont des rôles importants et qui, par définition, fonctionnent selon un mode non politique, selon un mode expert, en tant que, comme on dit, institutions non majoritaires, c'est-à-dire institutions qui se veulent hermétiques à la vie politique, c'est-à-dire à l'opinion publique et aux élections. Cette politisation est-elle une bonne chose ? Là encore, c'est vraiment une question de point de vue. Ça dépend comment on voit l'Union européenne. Si on est un diplomate, si on est un ministre des Affaires étrangères, on va dire non, cette politisation, c'est globalement une mauvaise chose. C'est un dévoiement de la logique de l'Union européenne dont les lignes directrices doivent être définies et négociées entre les États. Et finalement, les élections n'ont rien à faire dans cette affaire. Je l'ai dit déjà, si on a un point de vue qui est plus celui de la Commission européenne ou des gens qui travaillent à la Banque centrale européenne dans les agences, on va dire que là aussi, non, ce n'est pas une bonne chose, que notamment cette politisation de la Commission européenne, elle est contre nature, que la Commission, ce n'est pas un gouvernement, mais c'est davantage une agence, que les politiques doivent être fondées sur des éléments objectifs, des éléments rationnels, c'est ce qu'on appelle le evidence-based policy à la Commission, et on aime une définition de l'intérêt général qui serait le produit d'une réflexion et le produit d'une logique pluraliste. On va consulter tout le monde et on va essayer de trouver la meilleure solution. En revanche, c'est juste encore un point si tu permets, si on est un fédéraliste, on va dire oui, c'est une très bonne chose cette politisation parce que ça apporte plus de légitimation avec des citoyens qui se soucient finalement assez peu des spécificités de ce que c'est que l'Union européenne, de la méthode communautaire, de la nature de la Commission ou quoi qu'est-ce. Les citoyens ont été socialisés dans des espaces politiques où ce qui est légitime, c'est le débat démocratique, c'est le clivage politique, c'est la politisation et ils veulent retrouver ça à l'échelle de l'Union pour penser que c'est démocratique. Oui, je partage ton avis. D'un côté, pour moi, la politisation est une bonne chose parce qu'à partir du moment où une institution fait des gagnants et des perdants, et c'est le cas de nombreuses institutions européennes, pas seulement la Commission, pas seulement le Parlement, mais aussi la Banque centrale européenne, il faut assumer qu'il y a des gagnants et des perdants. Et la dépolitisation peut être un déni de la démocratie, par exemple. Mais en même temps, j'aimerais ajouter une chose. Et je me permets, en tant que non-français, de faire un commentaire que tu ne partageras peut-être pas sur la France, mais il me semble que pendant longtemps, en France, on a eu beaucoup de difficultés à concevoir un espace de politisation, un espace politique qui dépasse les frontières de l'Hexagone. Et il faut faire attention parce que
comme le sentiment de solidarité ou d'identité commune à l'échelle européenne demeure fragile, les représentations du monde diffèrent énormément et beaucoup de conflits idéologiques, finalement, ne voyagent pas très bien d'un espace à un autre, ne sont pas très bien compris, peuvent mener à un regain de nationalisme, par exemple, ou d'hostilité inutile entre les pays ou entre les régions. Et là, le droit et la diplomatie gardent un rôle, gardent toute leur place, parce qu'il y a, par exemple, des engagements diplomatiques qu'il faut tenir, même s'il y a des changements, par exemple, de gouvernement, il y a des règles juridiques qui doivent être respectées comme dans un État de droit. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu trouves que j'exagère un petit peu Non, la non, situation française? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je crois qu'il y a deux choses dans l'attitude française vis-à-vis de l'Union. Déjà, une difficulté à penser la démocratie au-delà du cadre national, tellement on y est attaché. Et ensuite, surtout, une conception de la démocratie qui est une conception assez violente. En France, on croit vraiment dans la règle majoritaire. Et d'une certaine manière, on peut considérer que la République française est suffisamment intégrée pour que la règle majoritaire, dans sa violence, s'applique. On a des élections, c'est la droite qui gagne. Les citoyens de gauche ne sont pas contents, mais ils ne vont pas dire pour autant que le gouvernement n'est pas légitime. Dans d'autres pays européens, on a une autre conception de la démocratie qui est davantage fondée sur la recherche du consensus, la préservation des minorités, si on pense au système politique belge, autrichien, hollandais, danois. Et il est plus facile de penser faire fonctionner l'Union européenne avec cette conception de la démocratie qu'avec la conception française. Or, les Français ne connaissent que la nôtre. Et donc, ils ne voient pas comment, à l'échelle des 27, on va pouvoir gouverner un système par le simple résultat des élections parce que c'est trop violent. Alors que dans une conception belge, on a un ajustement entre les positions de plein de partis et de plein de minorités. Et on le fait au niveau belge, on peut très bien le faire au niveau de l'Union européenne et c'est finalement ce qu'on fait tous les jours. Oui, ça, c'est une chose que moi, j'ai observée dans mes enquêtes à la Commission européenne, mais que tu as dû voir encore davantage au Parlement européen. Le fait que, par exemple, des députés ou du personnel politique français aient beaucoup de mal à s'habituer à cette idée de la grande coalition, du gouvernement par le consensus, dans lequel la gauche et la droite sont obligés de travailler ensemble. Évidemment, ça heurte une certaine conception de la démocratie française, tout comme, j'imagine, les Belges sont heurtés par exemple, le rôle que peut se donner un président de la République comme Emmanuel Macron à l'échelle européenne. Est-ce que cette politisation va continuer? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le précédent président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, je l'ai mentionné tout à l'heure, avait parlé d'une commission politique. Et lorsque Ursula von der Leyen est arrivée au pouvoir, elle a parlé, elle, d'une commission géopolitique. Elle a mis l'accent sur les changements climatiques, sur la sécurité internationale, bref, sur des enjeux qui peuvent paraître plus existentiels, ce qu'on appelle parfois des biens publics, et qui ne se prêtent pas, en théorie en tout cas, nécessairement au jeu de qui a gagné, qui a perdu. Donc on a dit, est-ce qu'elle finalement, elle veut mettre un terme à cette expérience de la politisation des institutions européennes? Il faut dire aussi qu'elle faisait face à une réalité particulière au Parlement, puisqu'il n'y avait plus cette majorité entre le centre-gauche et le centre-droit qui avait permis à la commission précédente de gouverner. Et donc, c'était plus difficile pour elle de mettre en œuvre un programme politique. Mais je dirais que la COVID-19, je dis la COVID-19 parce que je suis québécois, la COVID-19 a été un rappel à la réalité, au fait que dans l'Union européenne, vont continuer à se poser des questions économiques, redistributives, extrêmement importantes et qu'il est difficile dans un contexte comme celui-là de faire l'économie d'un conflit politique, souvent autour de l'axe droite-gauche. Oui, on peut aussi être sceptique sur la poursuite de la politisation de l'Union européenne en étant sceptique sur le destin de l'Union européenne elle-même. Et là, moi, je suis relativement modérément optimiste, non pas en tant que militant ou d'un point de vue normatif, mais d'un point de vue strictement analytique, car je pense que même les eurosceptiques les moins articulés ont la capacité de comprendre que les enjeux de santé publique, de lutte contre le terrorisme, de sécurité globale, de recherche, de compétitivité, de réchauffement climatique, d'encadrement des GAFAM, toutes ces questions ne peuvent être réglées efficacement qu'à l'échelle européenne, parce que pris isolément, les États, même les grands, sont trop petits pour être efficaces et pour peser et sont condamnés à un déclin inéluctable face à la montée de la Chine, du Brésil, de la Russie.
Donc, je pense que si l'Union européenne s'interrompt, on va devenir juste une destination touristique pour les ressortissants des autres blocs. Donc, on est dans un monde aussi qui est de plus en plus dangereux et tendu. Même sans Trump aux États-Unis, l'Union devra trouver sa place en tant que bloc entre les États-Unis, entre la Russie et la Chine. Et je crois que les citoyens en ont une conscience diffuse. La vie politique nationale est désormais largement organisée autour d'un clivage entre pro et anti-européens. Le meilleur exemple, ce serait les élections européennes, présidentielles en France en 2017, où c'était vraiment Macron l'europhile contre Le Pen l'eurosceptique. Et donc, pour l'instant, la vie politique dans beaucoup d'États membres se déploie comme ça, et l'enjeu européen est vraiment central. Alors, on peut être pessimiste et dire oui, mais à un moment donné, les Antilles vont prendre le dessus et ce sera la fin de l'Europe. Mais bon, là encore, j'y crois pas trop parce qu'on le voit très bien à la faveur de la Covid, la manière dont les populistes ont reflué un peu partout en Europe, parce que les crises leur sont a priori favorables, mais pas les vraies crises. Parce que les citoyens ne sont pas masochistes. Ils pratiquent le vote protestataire, mais quand il y a une crise grave, ils préfèrent s'en remettre à des responsables plutôt modérés et raisonnables qu'à des aventuriers. Donc, on voit qu'il y a eu un reflux des populistes. Alors, ils reviendront, mais je ne pense pas qu'ils soient jamais en état de gouverner dans l'Union européenne, en tout cas à moyen terme. Donc, l'Union européenne va, à mon sens, se poursuivre et sa politisation va se poursuivre tout simplement parce que, tu l'as dit, on en a besoin. L'Union européenne va continuer à être un enjeu central du débat politique au niveau national et par extension au niveau européen. L'Union européenne surtout va continuer à avoir des besoins de légitimation très importants. Tu l'as mentionné, notamment pour définir quel type de politique on fait à l'échelle européenne. Et donc, dans son fonctionnement, les élections européennes, les partis européens, la société civile européenne, le Parlement européen ont vocation, je crois, à occuper une place de toujours plus importante. Oui, en tant que Nord-Américain, je ne peux que partager ton analyse. D'un côté, on a tous une fascination de la richesse des débats démocratiques qui ont lieu au sein de l'Union européenne et au sein de ses États membres. Mais de l'autre, l'Europe est un continent tout petit, avec moins de 10% de la population, qui a un rôle de moins en moins important dans le monde. Et on a du mal à imaginer que l'absence de coopération entre les États réussisse à faire survivre ce continent face aux géants qui se dessinent en Asie et qui demeurent, on verra le résultat des élections qui se déroulent aujourd'hui même aux États-Unis au moment où nous enregistrons, en Amérique. Oui, juste pour finir, je dirais que si on réfléchit à cette question de la politisation, on en revient toujours à la même chose, c'est que la controverse politique qu'on a tant essayé d'éviter dans les institutions européennes. Depuis les débuts de la construction européenne, on était toujours dans la recherche d'un unanimisme de façade, dans une espèce de discours extrêmement condescendant vis-à-vis des gens qui avaient des critiques à formuler vis-à-vis de l'Union européenne. À un moment donné, ce discours n'a plus été tenable et c'est la possibilité d'une critique qui, d'une certaine manière, à mon sens, va sauver l'Union européenne pour en faire un espace, une arène où on débat de différentes options et où le citoyen se sent un peu associé, parce qu'avoir une construction européenne qui est entièrement focalisée sur le règne des experts et des diplomates, ça donne aux citoyens un sentiment d'étrangeté totale et ce n'est pas tenable sur le long terme dans un système qui se veut démocratique. Et ce sera peut-être ça, le fameux mode de vie européen.